Salut, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va parler de Total Energy. Total Energy a publié ses résultats financiers dernièrement et je suis sûr et certain que ça n'a étonné personne. Les résultats n'ont étonné personne. Tout simplement parce que voilà, le prix du pétrole, etc., est très élevé, machin truc. Et donc, vous savez littéralement ici que c'est une entreprise qui va avoir tendance à gagner beaucoup d'argent. Donc, je peux mettre ici oil price. Je pense qu'on va retrouver ça ici. Non, c'est pas oil price, mais WTI. Voilà, on va trouver cet élément-là ici. Je pense que c'est un futur, donc on le met ici en futur. Et CL1. Donc le prix du pétrole a augmenté, etc. Vous savez pourquoi. Donc techniquement, l'entreprise va avoir tendance à gagner de l'argent parce que c'est un price taker. Et quand on a un price taker, l'essentiel, c'est la gestion des coûts de production. Et donc si on lance ici le prompt de base qui nous permet ici de savoir si une entreprise a un avantage concurrentiel, l'avantage concurrentiel va se situer ici au niveau de quoi? Au niveau de la production à bas coût. OK? So, une fois que ça c'est dit, aujourd'hui, il y a quelques jours, je vous ai posé une question, même pas quelques jours, il y a 24 heures, j'ai posé une question ici dans le groupe School, ainsi que sur la page principale de la chaîne, hein. Je vous ai demandé littéralement ici quel secteur vous aimeriez qu'on analyse euh, après, à la suite ici du secteur des logiciels. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle présentement, dans le groupe School, si vous allez dans Classroom, on a fait ici Deep Dive sectoriel. Donc, on a parlé du segment des logiciels en profondeur. Et donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, vous voyez que ici, entre parenthèses, on met SASPocalypse. OK? Le nom de la chaîne en date d'aujourd'hui. En réalité, vous allez remarquer sur les prochaines semaines ici, c'est ce que je vois tendance à faire. Si je vais avoir tendance à faire des vidéos uniquement sur des thématiques en particulier, ça va généralement dépendre de ce que nous sommes en train de voir dans le groupe School. Dans le groupe School, ici, on va essentiellement faire beaucoup d'analyses sectorielles, histoire ici de vous aider à mieux comprendre les secteurs d'activité. OK? Et donc, les tendances actuelles, etc. Vous pouvez aller voir ce qu'on a écrit sur le segment ici des logiciels et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis optimiste. En tout cas, je vous ai donné mes raisons. Ça n'engage que moi dans tous les cas de figure. Mais on est là en profondeur. Alors, en posant la question la dernière fois concernant quel secteur d'activité vous aimeriez qu'on analyse ici, je m'attendais à ce que vous me disiez, vous me parliez du secteur des semi-conducteurs en général. Pour moi, quand j'entends semi-conducteurs, j'entends les, les- je me prends également les équipementiers à l'intérieur. Donc, je m'attendais à ce secteur-là. Je m'attendais également à l'industrie extractive, que ce soit l'or et le pétrole, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais déjà préparé une note d'analyse par rapport à ça. Mais je m'attendais également au secteur de l'énergie. Et la plupart des réponses reviennent toujours au secteur de l'énergie, au secteur de l'énergie. Donc, j'ai donc basculé tout mon... Enfin, comment on dit ça? Mon programme a été chamboulé littéralement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on va dans Classroom, dans quelques secondes, déjà même pas dans quelques secondes, à l'heure où je parle, je vais juste faire ceci. Je vais vous le mettre ici en publier. Bim badaboum. Et voilà. On va parler ici de la vue d'ensemble. Ça, c'est la note de synthèse, c'est le premier niveau. Parce que ici, tous les éléments que je mentionne ici, je vais avoir tendance à, à émettre, je vais avoir tendance ici à émettre une analyse un peu plus en profondeur. OK? Donc, il reste à peu près une dizaine de sujets qui vont avoir tendance à rentrer ici. Donc, que ce soit au niveau de l'environnement opérationnel, que ce soit au niveau du focus sectoriel ici. Parce que là, on va parler uniquement du secteur. Quand on parle ici de l'industrie du pétrole et du gaz, il faut également qu'on ajoute les combustibles ici consommables, hein. Et de manière générale, on parle plus de amont ou bien upstream, de downstream et également de midstream. Donc amont, aval, c'est amont, c'est upstream, tout ce qui concerne ici l'extraction d'hydrocarbures, downstream, c'est raffinage et produits finis, etc. Et il y a également le midstream. D'accord? Donc ça fait à peu près 3 secteurs d'activité. Et dans ces secteurs d'activité, il y a encore des sous-industries à l'intérieur. Donc techniquement, enfin oui, il y a encore des sous-secteurs, donc techniquement, on va avoir tendance à parler de ces différents éléments-là. Okay? Par exemple, une entreprise de pétrole et de gaz intégrée est différente ici d'une entreprise ici d'exploration et de production dans le domaine du gaz ou du pétrole. Ça n'est pas la même dynamique. OK? Donc, je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, ça c'est juste parce que vous me l'avez demandé et je l'avais déjà prévu. Mais globalement, on va avoir tendance à passer 1 semaine à 2 semaines ici sur le même secteur d'activité. Parce qu'il faut que ça rentre. C'est important.
OK? Donc, la dynamique ici, ça me permet également, je prends Total Energy en exemple parce qu'elle rentre dans ce secteur d'activité-là, même si la vue ici pourrait être purement, majoritairement nord-américaine, mais voilà, de toute façon, ce sont les premiers producteurs également parmi les premiers consommateurs, donc techniquement, c'est déjà une bonne chose. Alors, ils ont également les plus grosses entreprises dans ce secteur-là, on parle ExxonMobil, etc. Donc, ici, quand je parle du secteur du pétrole et du gaz, ou bien quand je fais une analyse sectorielle d'une entité qui vend avant tout une commodité, dites-vous une chose, mon but est toujours d'avoir un avis à long terme. Et n'est pas juste un avis conjoncturel, mais plutôt un avis qui se base sur les tendances de fond. Parce que ici, aujourd'hui, la tendance conjoncturelle, c'est celle qu'on est en train de vivre présentement, le prix est élevé, etc. Et la situation la situation qui a permis ici de générer ce type de prix-là en date d'aujourd'hui est plutôt conjoncturelle, elle est ponctuelle, elle ne va pas durer. Vous avez vu ici, entre le moment où on fait la paix, on recommence la guerre, etc., ça change très rapidement. Donc, je n'essaye pas de commenter, j'essaie très peu de commenter la situation du moment, mais surtout les tendances de fond. Et une tendance de fond, c'est surtout la demande. Une tendance de fond, c'est surtout l'évolution ici de la production. Tendance de fond, c'est surtout ici comment on dit ça, ça peut être également des changements réglementaires ou bien ce genre de choses-là. C'est ce qui nous intéresse, ce qui va avoir tendance à durer, perdurer dans le temps. OK? Donc, je vais lire ici la note de synthèse, c'est également la vue d'ensemble. Et les autres éléments, je vais avoir tendance à les publier au courant de la semaine. Hein. Je ne vais pas tous les mettre maintenant. Et rappelez-vous ici la date du 31 du mois de juillet. Nous avons un rendez-vous tous ensemble. Ce sera la dernière journée pendant laquelle le groupe School sera gratuit. Et je vais partager à partir du 1er du mois de août un document de près de 100 pages, juste sur le secteur du pétrole et du gaz. Vous allez apprendre des choses incroyables. Je dis ça, je dis rien. De toutes les façons, je vais revenir dessus. Alors, on va commencer ici par la première thématique, c'est la guerre en Iran. Offre ici un sursaut de courte durée aux producteurs, mais celui-ci s'est révélé plus long et plus dangereux que prévu. Donc, par rapport ici au sursaut, le sursaut est très long et il est encore plus dangereux parce qu'il est justement très long. Je m'explique. Les frappes ont largement épargné les principaux actifs pétroliers iraniens au terminal de Karg Island dans le golfe Persique. L'Iran, en revanche, n'a pas fait preuve de la même retenue, en lançant des attaques contre des infrastructures portuaires et pétrolières au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ainsi que, plus récemment, contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge via les Houthis. Vous savez qu'ils ont souvent ils ont des accointances ici, etc., avec les Houthis. Bref, je ne suis pas là pour commenter ici cette partie-là. Donc, les marchés doivent donc évaluer la fiabilité des flux de pétrole et de gaz en provenance du Moyen-Orient. Même si les infrastructures restent pleinement opérationnelles, les tentatives iraniennes de fermer le détroit d'Ormuz au trafic pétrolier constituent un obstacle majeur aux flux mondiaux normaux. J'ai bien dit tentative, je sais que parfois ils ferment, ils ouvrent, ça c'est leur... Donc il y aura toujours généralement ce risque-là. Et il sera de plus en plus présent même pour le futur. Donc ici, je ne sais pas de vous dire que le pétrole, le prix du gaz sera à 200 $ dans 6 mois, je ne sais pas. Je n'en sais rien et ce n'est même pas mon but. D'accord? Donc, le prix du WTI pour livraison rapprochée ici, qui se situait aux alentours ici de 67 $ le baril en fin 2026, ont dépassé ici les 100 $, d'accord, au début du mois de mars ici 2026, donc quand on a commencé ici ce fameux conflit-là. Donc une hausse de près de 45% en moins d'un mois. Le conflit ne s'est pas résorbé depuis. Et un cessez-le-feu signé mi-juin 2026 avait ramené le Brent vers les 73-76 $ ici, proche des niveaux d'avant-guerre. Mais les hostilités ont repris depuis le début ici du mois de juillet avec des frappes américaines quasi quotidiennes sur l'Iran et une extension du conflit à la mer Rouge et à la la Caspienne également. Donc, fin juillet 2026, le Brent se négociait aux alentours ici des 97-100 $ le baril. Donc, on pourrait penser que cette situation est une bonne nouvelle.
sans réserve pour les producteurs exposés au prix spot. Donc, ceux qui sont les price takers en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas, les entreprises ici qui dépendent du prix actuel, pas celles qui ont peut-être ici déjà vendu leur production de l'année ici à des prix bloqués l'année précédente. C'est important. Donc, on pourrait penser ici que cette situation ici est une bonne nouvelle pour les producteurs exposés au prix spot. Mais nous citons ici les paroles immortelles d'Oscar Wilde qui disait « Everything in moderation ». Si les prix spot montent trop vite, et surtout s'ils s'y maintiennent aussi longtemps, ils risquent de précipiter l'économie mondiale dans la récession. Je répète, si les prix spot montent trop vite, et surtout, je n'ai pas dit s'ils montent, j'ai dit s'ils montent trop vite, parce que de toute façon, la tendance est à la croissance, parce que voilà, ça coûte de plus en plus cher, l'extraction, etc. Mais s'ils montent trop vite, et surtout s'ils s'y maintiennent aussi longtemps, ils risquent de précipiter l'économie mondiale dans la récession. En conséquence, nous pensons que la capacité bénéficiaire pour 2026 est clairement orientée à la hausse, mais la question la plus importante à nos yeux reste, qu'en sera-t-il de 2027 ? Comme la plupart des sociétés d'exploration et de production, dont les ENP, sont aujourd'hui valorisées sur leur perspective 2027, nous restons donc prudents sur l'investissement dans ce secteur d'activité-là en général et pensons qu'une approche tactique reste de mise. Donc, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut à peu près avoir certaines, par exemple, la croissance des réserves, le coût moyen ici de production, etc. Il y a un ensemble de questions à poser. Okay? Donc, aussi favorable que la situation paraisse aujourd'hui, elle pourrait s'avérer catastrophique en 2027. Je n'annonce rien. Je ne dis pas que ça va être comme ça en 2027. Non. Mais faites attention. Et la raison principale, je vous l'ai donnée ici, la récession. Ce qui veut dire que le conflit, encore selon moi, est conjoncturel et je vais encore plus l'affirmer plus bas. Donc, selon que l'économie parvienne ou non à absorber la tempête inflationniste liée au pétrole qui la traverse déjà depuis plusieurs mois. Deuxième point ici, c'est la croissance de la demande qui reste ici incertaine et pourrait s'affaiblir davantage. Donc, une réalité qui s'est déjà matérialisée. Donc, début 2026, avant le déclenchement de la guerre en Iran, nous estimions qu'avec l'AIE, que la croissance, en se basant sur ces différences, que la croissance de la demande ralentira à peu près, je me base sur ces informations-là, d'accord? Et comme je l'ai dit encore une fois, ce ne sont pas les chiffres qui devraient vous faire la tendance de fond. C'est ce qu'il faut comprendre en filigrane ici, d'accord? Donc, que la croissance ici de la demande ralentirait à 1,2 million de barils par jour en 2026. Bien en dessous de la croissance de 2 millions à 2,5 millions observée en 2022-2023, un environnement de demande déjà peu porteur. Avec la flambée des prix spot, cela n'a pas donné le moindre élan à la croissance de la demande, loin de là. Le rapport de l'AIE de juin 2026 a en effet revisé cette prévision à une contraction de la demande mondiale de 1,1 million de barils jour sur l'ensemble de 2026 et non plus une simple croissance ralentie. Donc, le rapport de juillet 2026 confirme ce recul avec un plongeon de 4,8 millions de barils jour au deuxième trimestre, suivi d'une contraction modérée de 1,7 million de barils au troisième trimestre, avant un retour à la croissance de 1,2 million de barils au quatrième trimestre pour un recul net, je dis bien net, d'environ 1 million de barils jour. Et là, on parle de quoi? La demande. Autrement dit, la hausse des prix spot reste bien portée par l'impact de la guerre ici en Iran sur l'offre. Donc, l'impact est lié à l'offre plutôt que par une quelconque hausse de la demande. Donc, une thèse plus vraie encore aujourd'hui qu'au moment où nous l'avons formulée. Donc, quand je dis au moment où nous l'avons formulée ici, je dis une chose, ce n'est pas la première fois que je fais des notes d'analyse. OK? Donc, les notes d'analyse sont généralement ici sont généralement réservés ici aux abonnés du Top Premium Infinity. Donc, on les fait depuis très, très longtemps. Donc, ça, c'est une mise à jour. Mais je rappelle une chose, c'est la demande qui est structurelle. OK? La demande est structurelle. Il peut y avoir ici une perturbation de l'offre à court terme ici qui pousse les prix vers le haut. Mais vous devez toujours garder les yeux sur l'objectif principal. Si la demande croît, le prix peut avoir tendance à augmenter et ça, c'est plus sain.
Or, si c'est l'offre qui est contrainte, et s'il y a une contrainte sur l'offre, et que cette contrainte-là est liée à des événements ponctuels comme un conflit armé, ça, c'est plutôt un élément qui, selon nous, peut être bénéfique, mais juste sur le court terme. Les éléments structurels ici, ça peut être ici l'augmentation des coûts moyens de production, liés peut-être à l'épuisement ici de certaines réserves, ou bien au fait que on demande ici la technologie, l'extraction, enfin, on dit l'extraction ici, je parle ici, les nouveaux puits ici demandent d'aller de plus en plus en profondeur, donc ça coûte de plus en plus cher pour aller chercher du pétrole, ou bien ça demande à injecter ici des produits chimiques de plus en plus coûteux. Bref, il y a un ensemble d'éléments derrière. Et quand je parle juste du pétrole et du gaz, vous pouvez comprendre que ça va impacter le domaine de la chimie, de manière générale. OK? Donc ici, tout va bien sur le côté de l'offre, parce que l'offre ici est contrainte et ce qui entraîne, enfin, tout va mal à ce niveau-là, ce qui entraîne une hausse des prix. Mais la demande chute également. Pas que la demande chute parce qu'on consomme de moins en moins structurellement du pétrole. Bon, ça peut également arriver parce que avec les voitures électriques, etc. Mais c'est aussi parce que les gens ils consomment moins parce que ça coûte cher. Là où je faisais un plein par semaine, je vais peut-être faire un plein aux 2 semaines. Tout simplement parce que ça coûte de plus en plus cher. Et puis mon salaire n'augmente pas également. OK? Ensuite, troisième élément ici, c'est la discipline des dépenses upstream américaines qui reste ici forte. Le cycle, je dis bien la discipline. Et quand on parle de la discipline, vous avez écouté les résultats financiers ici de Total Energy. Est-ce qu'ils ne parlent pas de discipline de coûts? Ils en parlent, n'est-ce pas? Donc, le cycle énergétique se définit par les variations des dépenses d'investissement en upstream, des cycles qui tendent à être généralement longs, souvent une décennie ou plus. Il s'agit d'un phénomène relativement récent, qui n'existait même pas il y a 10 ans. Nous pensons que les producteurs américains qui ont connu des ralentissements en 2009, 2014 et 2020 vont rester disciplinés et éviter la surproduction. Dans une année où la demande pourrait rester sous pression, cette discipline gagne encore en importance. Les données les plus récentes, par exemple de Baker Hughes, le confirment partiellement. Au 17 du mois de juillet 2026, le nombre total de plateformes actives aux États-Unis s'établissait, plateformes de forage, à 587, en hausse de 45 unités sur un an, porté principalement par le pétrole, malgré un WTI proche de 88 à 90 dollars le baril. Cette reprise reste modeste au regard des cycles de forage agressifs de 2011 à 2014, ce qui confirme que la discipline structurelle post-2020, donc rachat d'actions, dividendes élevés, reste la norme plutôt qu'une réinjection, remboursement de la dette également, plutôt qu'une réinjection massive dans le forage. Donc la plupart des équipes dirigeantes ici semblent conscientes qu'il existe une probabilité non négligeable que la guerre prenne fin, ce qui ferait retomber les prix vers leur niveau d'avant-conflit, donc la zone des 60-70, donc un niveau qui ne justifie pas à lui seul un relèvement structurel des dépenses. Donc ici, oui, on gagne beaucoup d'argent, mais on ne va pas s'aventurer ici à dépenser beaucoup, parce qu'on sait que dans un an, il y a de fortes chances qu'on revienne à peu près à la moyenne. Donc, vaut mieux rester discipliné. OK? Donc, quand vous allez regarder les compagnies dans le pétrole, quand vous allez écouter les conférences, vous allez voir que tout le monde, surtout les majors, vont avoir tendance. Et ça, c'est même une tendance depuis plusieurs mois, en date de plusieurs années, on va le dire comme ça. Et donc, est-ce que c'est forcément mauvais? Je vous dirais non. Parce qu'elles ont appris, ces entreprises ont appris également de leurs erreurs passées, notamment quand on parle de 2014, etc. Bon, moi, le premier, je sais que j'ai perdu beaucoup d'argent dans le domaine du pétrole et du gaz parce que j'ai acheté des entreprises à des niveaux de PER très très bas et je pensais que non, c'est le bon deal, etc. Alors que on achetait peut-être à des cycles très très hauts. Enfin, on achetait peut-être une entreprise ici à un cycle qui était, à des prix très élevés, tout simplement parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent de manière ponctuelle. Or, vu qu'elle ne contrôle pas le prix ici, techniquement, le prix était en train de baisser et il ne baissait pas parce que il y avait un problème de demande ou bien voilà, une offre trop élevée. Enfin, quoi que c'était ça. C'est juste qu'il y avait énormément d'offres sur le marché. Les États-Unis étaient devenus producteurs nets de pétrole. Je pense que si vous regardez bien l'évolution de la production pétrolière américaine ici, vous allez remarquer que étant ici, elle est en croissance, mais étant de moins en moins en croissance sur les dernières années. Je pense qu'entre l'année précédente et l'année actuelle, on a même une réduction, je pense que 13,57 à 13,50. Bref, disons qu'on a une stagnation de manière générale. Or,
quand on compare avec ce qu'on a eu par le passé, c'est un peu différent. Donc, on va également se dire que le pétrole américain est très particulier. Ok, c'est un pétrole non conventionnel. Donc, il a tendance ici à se vider très, très rapidement et parfois, ça demande beaucoup d'investissement, mais quoique la technologie est également bénéfique pour ce secteur-là. En tout cas, je vais les détailler. Je vais détailler tous ces éléments-là dans la note d'analyse sectorielle. Donc, vous avez également un autre élément aussi qui concerne le pic de production ici dans le Lower 48. Voilà, je pose la question, est-ce qu'il se rapproche de plus en plus? Je vous laisse aller lire ça, d'accord? Donc, globalement, ici, s'il faut retenir une chose, il faut faire attention. Attention. Et justement, parce qu'on va faire attention, on doit se focaliser ici sur les éléments qui comptent réellement pour une entreprise comme Total Energy. Volume de production, taux de remplacement, coût moyen de production. Et mix produit même de manière générale ici. Si on parle de Total Energy, on parle de pétrole, compagnie pétrolière, pétrole, gaz, quel pourcentage? La partie énergie, machin, tout ça, Integrated Energy, ça c'est du blabla ici, ESG. D'accord, voilà. Si ça donne de l'argent, tant mieux, mais voilà, ça, je pense que Total Energy est une entreprise de production de pétrole et de gaz, point à la ligne. Donc, ce qui veut dire que quand moi, je vais l'analyser, je vais faire la même chose qu'avant. Je prends les bénéfices nets normalisés. Je ne prends pas la période actuelle où il gagne beaucoup d'argent, j'extrapole, je dis non, Total Energy, c'est 8 fois les bénéfices. Non, je veux que Total Energy, enfin pas que je veux. En analysant Total Energy, la question que je me pose, c'est est-ce que les volumes de production sont à peu près les mêmes que sur les 10 dernières années? Est-ce que le taux de remplacement est le même? Est-ce que les coûts moyens sont à peu près les mêmes? Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est à ce niveau-là que je dois travailler. Parce que ce qui gagne en date d'aujourd'hui, tant mieux. Parce que si on dézoome un tout petit peu, il y a 20 ans, Total Energy, c'était en moyenne 16 milliards en bénéfices nets ajustés. Les 10 dernières années, c'est 13 milliards. Qui me dit ici que sur les 10 prochaines années, ça ne sera pas 10 milliards? Ou bien 5? Et pour avoir cette information, ça va dépendre de quoi? Du volume de production moyen, de la taille des réserves, du taux de remplacement de ces réserves-là. Il leur reste combien d'années? 10 ans de réserve? 15 ans de réserve? 20 ans de réserve? Est-ce que ces réserves-là seront à peu près au même coût? Que dit le management ici par rapport à ces coûts-là? C'est ce qui doit m'intéresser, pas juste la période actuelle, parce que tôt ou tard, on va ralentir. C'est une évidence. Donc, je prends 10 dernières années et je les prends ici en yearly, pour faire simple. Donc, je ne prends même pas la période actuelle. Donc, Total Energy, disons que c'est peut-être 13 milliards ou 13 milliards 200, c'est comme vous voulez. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Disons 13 milliards. 13 milliards de bénéfices nets moyens. Et en prenant 13 milliards de bénéfices nets moyens, la moyenne des 10 dernières années, je sous-entends que le coût du pétrole sera au moins à ces niveaux-là. D'accord? Donc, le coût moyen des 10 dernières années sera à peu près le même sur les 15 prochaines années. Ça, c'est difficile, mais bon, on essaie de se projeter. Total Energy a des réserves à peu près qui pourraient survivre sur les 15 prochaines années. Le coût de production pourrait à peu près être le même sur les 15 prochaines années. Donc, on se projette. C'est ce que je vais avoir tendance à surveiller. Parce que ça, c'est la thèse de départ. Maintenant, si en lisant les rapports financiers, j'écoute des conférences, etc., je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette thèse-là, je vais commencer à m'ajuster en conséquence. De toutes les façons, je vous ai toujours dit que le meilleur moment pour acheter une compagnie pétrolière, c'est quand tout va mal. Quand tout va mal, littéralement. Donc, et encore, c'est même encore mieux de l'acheter à un prix qui se rapproche de son tangible book value. Donc, et un tangible book value qui a tendance à croire que c'est même parfait. Donc, Total Energy, ici, pour ceux qui l'ont eu, disons, en dessous des 40 dollars, l'action, c'est une bonne chose, même, d'accord? Donc, pourquoi pas? Donc, aux alentours des 40 dollars ici, 40 euros, vous pouvez bien dormir la nuit, les 20 euros, etc. Ceux qui l'ont eu quand on vous dit que non, le pétrole coûte, voilà, c'est moins que 0 dollar aujourd'hui. Enfin, on parlait de futur de manière générale, mais c'était une bonne période ici. On ne va pas revenir dessus. Mais enfin, je ne dis pas qu'on ne va pas revenir sur cette période-là, je n'en sais strictement rien du tout. Mais quand je décide d'acheter du Total Energy, les bénéfices actuels ne m'intéressent pas beaucoup. Même si c'était moins élevé que ça, je prends la moyenne et j'essaye de me projeter par rapport aux éléments qui comptent réellement quand on veut faire de l'investissement à long terme sur cette industrie-là. Je ne vais pas avoir tendance à me répéter sur ces différents éléments. De toutes les manières, ce sont des éléments qu'on va développer sur la partie qui concerne ici la partie qui va concerner ici la compréhension du secteur d'activité. Donc, quand on va parler du fonctionnement du secteur d'activité ici, etc., on va avoir tendance ici je vais avoir tendance à vous expliquer certains éléments sur comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que vous pouvez analyser une compagnie dans ce secteur d'activité-là de manière générale. Donc, pour faire simple,
L'analyse quantitative ici, c'est 13 points. Disons, je prends 13 milliards, je prends 15 fois les bénéfices. Je l'ai déjà fait plusieurs fois ici sur cette chaîne. Revenez sur les anciennes vidéos. Moins la dette nette, j'enlève toujours la dette nette. Une dette nette ici de près de 30 milliards de dollars de manière générale. Donc, moins 30 milliards de dollars de dette nette. On arrive à peu près, enfin, c'est en euros. Hein, c'est comme, attendez, c'est en dollars américains. Attention, oh, il ne faut pas que je me trompe ici. Hein. C'est en dollars américains. Il faut que je fasse ça, dette nette. Et ça, c'est soit l'erreur que je puis. Voilà. Donc, c'est 31 millions de dollars. OK, c'est parfait. 31 millions de dollars ici. Divisé par le nombre d'actions. Donc, on a un nombre d'actions ici à combien en date d'aujourd'hui? Je fais comme ça donne à peu près, je prends un quarterly, ça donne 2,23 millions d'actions. Divisé par 2,23. Si c'est moins que ça, tant mieux. OK, ça fait 74 dollars. Or, on parle de 74 dollars ici, alors que vous savez que techniquement, on devait parler d'euros. Donc, c'est pas très loin. Je pense que dollar, euro, je vais mettre ici 74 USD to euro. D'accord? Ça donne combien ici? Donc, on sera à peu près aux alentours des 65 euros par là, si ma mémoire est bonne. Enfin, 74 euros, 65 euros par là. Donc, par rapport au prix actuel de Total Energy, on va se faire simple. Le prix est correct. Vous allez me dire, oui, mais c'est 65, donc c'est plus cher. Mais non, 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 non. J'ai normalisé. Le prix est correct. Il n'y a pas de... on n'a pas besoin d'avoir précisément raison parce qu'ici, on a fait des estimations de manière générale. Ils gagnent plus d'argent en date d'aujourd'hui. Ils pourront en gagner de plus en plus. Est-ce que, voilà, ça peut être ça. Moi, je ne sais pas combien de temps cette période-là va durer, etc. Tant mieux pour les actionnaires de Total Energy, mais n'oubliez pas que ça va se ressentir également au supermarché, ainsi qu'à la pompe, etc. Donc, tant mieux s'ils gagnent beaucoup d'argent, mais je préfère me situer aux alentours ici des 13 milliards de dollars. OK, donc c'est pour ça que je dis le prix actuel est juste correct. Ça veut dire que si je suis là pour le dividende, etc., tant mieux. Si je suis là pour la croissance, ça, c'est différent. OK, donc en termes de performance du prix, surtout que je ne sais pas combien est-ce que le marché va payer demain, mais pour rester raisonnable, on va se dire que Total Energy au prix actuel, c'est correct. OK, donc je mettrai ici, il ne faut pas que je fasse, parce que je pense que je fais souvent cette erreur-là avec euro-dollar, parce que regardez, quand vous checkez ici, Total Energy publie ses résultats en dollars, sur les agrégateurs, il faut toujours vérifier si on est bien parce que je regarde en euros ici, il faut bien vérifier si on est bien en euros. Or, si on n'est pas en euros, ce qu'il va falloir faire ici, je viens là, à ce niveau. Et vous allez voir que ça va littéralement changer, parce que si, je prends ceci, net income, voilà, en euros. Si on voulait le calculer en euros, hein, faisons ceci, plus facile. En euros, je prends les 10 dernières années, je normalise, ça fait 11 milliards, 11,4, j'arrondis, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette ici, elle est en dollars, et donc je vais la mettre également en euros, pour que ce soit plus facile. Faites toujours attention au taux de change, à la monnaie utilisée ici. Moins 27, ça donne 27,32 divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions à combien ici? On a un nombre d'actions à 2,23 divisé par 2,23. Voilà, sensiblement les 65 euros par là. Donc, dans ma watchlist, pour moi, Total Energy, je mettrai 65 euros. C'est une entreprise intéressante dans le pétrole et le gaz. De toutes les façons, dans le domaine du pétrole et du gaz, je préfère généralement ici les compagnies verticalement intégrées. Donc, oil and gas, production. Donc, je vais mettre 77. Je pense que j'avais fait cette erreur-là, justement, ici. En ne pas avoir, c'est pas plus grave que ça, parce que ça reste la même chose. 65 dollars ici. 65 euros, plutôt. Sauf, on va mettre ici X 15 fois les médianes normalize bénéfices. Je n'ai pas pris les bénéfices de l'année prochaine, j'ai pris les bénéfices nets normalisés sur les 10 dernières années. 10 years. OK, parfait. Donc, voilà, je mettrai 65 ici. Donc, pour moi, l'entreprise est correctement évaluée de manière générale. OK? Donc, je pense que comme je l'ai dit tantôt, faites attention quand on essaie ici de se projeter. Par exemple, si j'avais pris en dollars, là, on sera à 75, etc. Mais je pense que ici, comme vous pouvez le voir dans ma watchlist,
l'élément ici était en anglais. J'ai pris Total Energy, mais la version française, donc techniquement celle qui est cotée en bourse, etc., aux en Europe. Donc il faut faire très attention quand on regarde la monnaie ici et surtout toujours vérifier qu'on parle bien des dollars et des dollars et des euros et des euros. Bref, je vous laisse aller lire la note en question. Elle n'est pas complète, hein. J'ai juste mis ça comme ça. Voilà. Je vous avais la vue d'ensemble. Donc je vais avoir tendance à rajouter certains éléments. Je pense demain, mardi. De toute façon, quand je ferai des vidéos, je vous dirai que j'ai ajouté ça, j'ai pas ajouté ça, etc. OK? Donc tout est en description ici de la vidéo. Vous avez ici le groupe School. Donc allez-y lire sur les softwares ici. Retenez que c'est nos thématiques dominantes cette semaine-ci. On va plus parler de logiciels de manière générale parce que je reste optimiste dans ce secteur d'activité-là. Et je vais vous mettre ici demain. Vous aurez accès à fonctionnement du secteur, etc. Et le mardi, je vais mettre ici l'analyse, comment analyser une entreprise dans ce secteur d'activité. Rien de très compliqué non, également. Bref, ceci n'est que mon point de vue. Le dividende, etc., tirez vous-même les conclusions. Il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, etc. L'essentiel ici, Total Energy, vous connaissez mon avis sur le sujet, ça ne sert à rien qu'on continue à tirer de long en large ici, alors qu'on a déjà parlé de cette compagnie une centaine de fois. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement comme d'habitude. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Donc, merci, au revoir.